Nouveau numéro de votre émission Duel, vous le savez, cette émission a pour mission d'éclairer la lanterne de l'opinion sur différents sujets d'actualité dans tous les secteurs de la vie nationale, dans tous les domaines. Le numéro d'aujourd'hui a ce réel plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, deux figures aussi importantes de notre République démocratique du Congo. Mais avant cela, nous allons parler d'un sujet aussi très intéressant. Vous le savez, la République démocratique du Congo passe aussi un moment un peu compliqué de son histoire. La crise un peu ça et là, mais il y a des processus UDP qui ont été lancés à travers le pays, à travers le monde, pour trouver des solutions à cette crise que connaît notre pays. Où en sommes-nous? On va essayer un peu d'évaluer à notre manière, mais analyser surtout les contenus, la quintessence de tout ce processus. Alors pour en parler, je suis avec M. Christian Moleka, vous le savez, c'est une figure très remarquable de notre pays. Il est politologue et c'est avec lui que nous allons échanger autour de cette thématique. M. Christian, bienvenue. Merci. À Duel. C'est pour la première fois, mais je pense que ça ne sera pas pour la dernière en tout cas. Je l'espère autant en tout cas. Merci pour l'invitation. De l'autre côté, nous avons Smith Mbama. Lui, il est politique, communicateur du MSC, de l'honorable Laurent Batoumona, parti membre de l'Union Sacrée. Smith, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-Sar Mikanda. Alors, j'ai un plateau de nouvelles figures pour cette émission, mais je pense qu'ils seront toujours là de temps en temps. Et Laurent Batoumona siège au présidium de l'Union Sacrée. Tout à fait. L'autorité morale, rappelons qu'il est président du regroupement AAP et nous sommes membres de l'Union Sacrée. Voilà. Vous soutenez la vision du chef de l'État? Tout à fait. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous sommes là pour soutenir non seulement la vision et les actions du chef de l'État. Très bien. Monsieur Christian Moleka, vous êtes politologue, mais vous pilotez aussi une structure. Je me rappelle, il y a eu un temps, vous parlez de la Bon, je suis déjà coordonnateur de la DIPOL, qui est la dynamique des politologues de la RDC, qui est le réseau national des politologues congolais. Et dans le cadre de la DIPOL, nous avons mis en œuvre le Politoscope. Qui est un outil de monitoring du débat public congolais, notamment sur X, où nous monitorons de manière permanente le débat public. Et nous analysons les violences générées par le débat public à travers des rapports qu'on appelle des weekly reports. Alors, on va parler des différents processus de paix en République démocratique du Congo, justement pour trouver la paix dans beaucoup plus la partie est de la RDC. Vous êtes politologue, vous suivez de très près l'actualité. Nous avons appris que vous avez mis en place aussi une synergie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Effectivement, notre pays, depuis pratiquement le début de l'année, nous avons commencé l'année un peu difficilement avec la situation à Goma et à Bukavu. Et depuis cette situation-là, beaucoup d'initiatives de paix ont été lancées. On peut penser d'abord à la rencontre de l'EAC, puis celle de la SADC, puis la rencontre conjointe EAC-SADC, qui a généré une feuille de route, qui a désigné des facilitateurs, aujourd'hui 5, puis presque l'alignement entre la démarche de l'Union africaine de la médiation avec FOR, qui a remplacé le président angolais, qui est maintenant en jonction avec la démarche de l'EAC-SADC. Vous avez la démarche de Doha qui est née pratiquement au mois de mars, le jour où la rencontre de Luanda a capoté. Donc le même soir, Doha a commencé. Et vous avez à côté le processus de Washington qui est né et qui a un pendant économique avec le fameux Deal of Minerals dont on fait allusion. Et puis au niveau interne, on peut parler du pacte social, le processus de paix proposé par les évêques catholiques et SCC. Mais sans oublier aussi la proposition des Martin Fayulu. Effectivement, pour essayer d'apporter, selon leur vision, également une dimension intérieure à la raison de la crise. Donc on a plusieurs initiatives qui depuis mars, fin janvier jusqu'à aujourd'hui, sont sous la table et sur lesquelles le Congo évolue. Maintenant, la question sur la synergie. Pourquoi nous avons créé la synergie? Nous, en tant qu'observateurs plus ou moins proches des questions politiques, nous étions intéressés sur les différentes démarches dans lesquelles le pays est engagé.
Et nous avons remarqué qu'il y avait quelque peu un déficit d'information pour l'opinion intérieure sur certaines questions. Vous prenez par exemple le processus de Doha. Très peu de Congolais peuvent disposer d'informations sur ce processus. On a eu certes la déclaration de principe signée par les deux pays, on a eu le projet d'accord signé par les experts sur lesquels on peut d'ailleurs revenir, sur les points intérieurs. Vous prenez les processus de Doha, tout le monde entend parler du processus de Doha, très peu d'informations y circulent également. Nous, en tant que société civile, nous sommes dit, pourquoi il n'y aura pas un débat public interne qui favorise une transparence et une redevabilité liées aux questions de processus de paix. Je rappelle quand même que nous sommes le 24 juin, que notre Parlement a clôturé sa session le 15 juin, sans qu'il y ait eu au niveau du Parlement un débat public, un débat soutenu sous les processus de paix. Et que nous sommes pratiquement à moins d'une semaine pour que nos ministres des Affaires étrangères signent l'accord de paix. Alors que les lois de notre pays, je parle, il y a un juriste en face de moi, la Constitution dit clairement, en article 214, que pour tout accord de paix qui a pour implication les finances publiques, le commerce, il faut que cela soit approuvé par une loi. Ça veut dire par un débat parlementaire soutenu, puis par l'adoption d'une loi. Or, le Parlement est fermé. Et à cette allure, le Parlement n'ouvrira que jusqu'au mois de septembre pour la session budgétaire. Donc, nous sommes un peu préoccupés. Voilà pourquoi on a mis en place une synergie. Et vous exigez à ce que les informations soient mises sur la place publique. Nous avons mis en place une synergie citoyenne pour la transparence des processus de paix et qui invite les différentes parties prenantes à garantir l'accès à l'information, la transparence et la redevabilité des processus de paix dans lesquels le pays est engagé. Très bien. Alors, je pense que l'opinion a suivi religieusement. Monsieur Mbama, Monsieur Christian l'a dit, le 27 juin prochain, à Kinshasa et Kigali, sous la médiation américaine, vont signer un accord TP. Bon. Selon vous, en tant que politique, cet accord va-t-il affaiblir l'offensive des rebelles et ramener la paix, surtout dans la partie est de la RDC? Quelle garantie pouvons-nous avoir de cet accord? Merci beaucoup. Il est de mon devoir d'apporter une parole claire et responsable sur ces sujets parce que notre pays est en train de traverser une crise majeure. Aujourd'hui, le peuple congolais vit une crise persistante. Alors, les dialogues prévus, l'accord prévu les 27, moi je pense que ce n'est pas une faiblesse, c'est pour sauver d'abord la population qui souffre. Mais nous partons en position de faiblesse. Non, là, ce n'est pas la population, ce n'est pas en fait la position de faiblesse. Parce que les chefs de l'État... Parce que nous n'avons pas su militairement vaincre l'offensivité. Bon, moi je pense que les chefs de l'État, quand ils s'engagent à quelque chose, c'est parce qu'ils mettent tous les batteries. Il met tous les moyens en marche. Alors, sur le plan militaire, sur le plan politique, on continue. Nous sommes en train de réfléchir. Nous avons dit, est-ce que nous ne partons pas en position de faiblesse? Est-ce que nous ne partons pas en position de faiblesse dans cet accord? Parce que militairement, apparemment, il y a une faiblesse. Là, vous pouvez le reconnaître. Ce n'est pas parce que vous êtes des unions sacrées que vous ne le voyez pas. La situation de l'Est exige de nous des réponses à plusieurs niveaux. Militaires, diplomatiques ainsi que citoyens. Alors là, nous sommes au niveau diplomatique. Bon, je dis oui. Le président de la République a choisi une stratégie avec des voies. Les stratégies militaires sur les terrains, ainsi que les stratégies diplomatiques. Vous voyez, le pourparler, Nous sommes à Doha. Nous sommes à Doha. Nous sommes en train de réfléchir, mesdames et messieurs. On parle de différents pourparlers, de différents je vais commencer par le pourparler de Nairobi, de Luanda et puis de Doha. Bon, attendez. Moi, je pose une simple question. J'ai dit ceci. Vous le savez que le 27 ici, on va signer un accord, n'est-ce pas? Est-ce que nous n'y allons pas en position de faiblesse? Je ne pense pas que nous sommes en position de faiblesse parce que il y a eu des engagements qui ont été pris, d'autres ont été respectés, d'autres piétinés.
par rapport au retrait des troupes du M23 et récemment le processus de Doha. Mais vous donnez du crédit au moins à ce processus. Ouais, ben oui. Vous estimez que ça va apporter la... Oui, ça va porter en plus. Ça va porter quelque chose parce que cet accord va faire à ce que les retraits de groupes armés soient effectifs dans nos territoires. Parce que nous ne voulons pas une paix imposée ou des façades. Mais négocier. Mais, ouais, négocier parce que nous sommes africains. Négocier, ça fait partie de nos cultures. Monsieur Christian, négocier, imposer, vous préférez quel terme? Négocier la paix ou imposer la paix? Bon, il ne s'agit pas de choisir. C'est que en diplomatie, une négociation est consécutive au rapport de force. Lorsque je ne suis pas en capacité d'imposer mon point de vue, je suis contraint, malgré moi, d'être sur la table de négociation. Donc là, on peut dire que nous y allons en position de faiblesse. Nous sommes allés sur la table, non pas par la volonté du gouvernement, ce sont les faits, les réalités sur le terrain qui nous ont imposé les processus de paix. Rappelez-vous quand même qu'au 15 décembre, lorsque la première rencontre de Luanda avait capoté, le Rwanda avait mis sur la table, avait inséré une ligne qui est à l'origine d'ailleurs du blocage, une ligne qui demandait ou qui exigeait au gouvernement congolais de négocier avec les 1-23. Sur le refus du gouvernement congolais, en tout cas de l'équipe avant même l'arrivée des derniers décideurs, d'insérer cette ligne qui a été à l'origine de l'échec du processus de Luanda du 15 décembre. Donc, il y a une posture de notre côté qui nous a été imposée, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a quand même un effort diplomatique qui a été fait du côté gouvernemental pour compenser nos défaites militaires. Oui, nous avons militairement été malmenés, mais il y a eu quelques éléments diplomatiques qui ont permis de rééquilibrer les rapports de force sur le terrain. La conséquence, c'est que nous allons aller en faisant des concessions sur des questions sur lesquelles nous n'étions pas d'accord au départ. Je prends un exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous parlons de la transparence. Notre Parlement s'était réuni en novembre 2022. Le Parlement a pris une résolution interdisant l'intégration de groupes armés au sein de notre armée. Ce qui était une ligne tenue par le gouvernement. Mais aujourd'hui, si vous lisez l'accord de paix, le projet d'accord de paix que nous avons signé, que les experts ont signé aux États-Unis et que notre ministre va signer la semaine prochaine, il y a une ligne que nous avons acceptée, celle de l'intégration conditionnelle des groupes non étatiques au sein des armées régulières. Ça veut dire qu'il y a deux points de faiblesse liés au fait que nous n'avons pas réussi à imposer notre point de vue. Smith Mbama, je reviens à vous. Là, c'est au niveau international. Mais au niveau national, on parle du pacte social proposé par le tandem ECC-5O. Nous avons vu il y a longtemps au niveau de la sphère politique, en tout cas, cette posture n'était pas acceptée, surtout du côté de l'Union sacrée. Mais récemment, les évêques de l'ECC, de la 5O et les pasteurs de l'ECC ont allé faire rapport au chef de l'État des conclusions de leur démarche. On peut dire que cette fois-ci, on peut revenir sur la table des négociations à l'interne pour trouver des solutions, puisque vous avez évoqué le dialogue qui fait partie de nos coutumes africaines. Tout à fait, messieurs les journalistes. Moi, je pense que je vous avais dit en amont que le dialogue fait partie de notre culture. D'abord, les prêtres catholiques et de l'ECC, leur souci est de ramener la paix. Moi, je ne pense pas qu'ils ont besoin de pouvoir ou bien de courir derrière quoi que ce soit. Mais une posture qui était avant négligée. Négligée. Sinon, on allait être trop loin. Mais négligée parce que le peuple congolais n'avait pas compris leur philosophie. Et ils pensaient qu'ils ont derrière les acteurs politiques pour favoriser d'autres personnes. Et comme le chef de l'État a donné la chance aux princes des églises, je pense que ça va aboutir à une solution équitable. Parce que, étant que Congolais, les dialogues, le président de la République a posé des conditions sur ces dialogues. Et il y a des gens que le président de la République pense qu'ils négligent et ils vont en fait, comment dirais-je, étouffer les dialogues en question, soit ne viendront pas pour les dialogues proprement dits,
Et s'il accepte de respecter les conditions posées par les chefs de l'État, je pense que ça sera un dialogue qui sera pour le bien de Oui, je reste à vous. On parle du pacte social dont vous venez d'évoquer, mais aussi, vous avez suivi la proposition de Martin Fayulu, la création du camp de la patrie. Vous voyez une différence entre le camp de la patrie et le pacte social? Il y a une très grande différence parce que Martin Fayulu, ce que Martin Fayulu cherche et ce que les prêtres catholiques veulent ne convergent pas. Il y a une différence parce que les prêtres veulent la paix, je parle des prêtres dans l'ensemble, oui. Fayulu également veut la paix. Fayulu veut la paix, mais pas la paix proprement dite. Il y a des concepts différents. Et tout à fait. Pas la paix proprement dite, parce que Fayulu a échoué aux élections. Bon, on sait leurs soucis. Bon, il a jeté les galons du président élu. Hein. Ouais, et bon, jeter les galons, c'est la politique. Hein. Dans la politique, tous les moyens sont bons, mais jeter les galons, c'est trop dur. Il vient, on ne sait pas ce qu'il pense après. Vous ne faites pas confiance à ses propos? Faire confiance, c'est trop dur. Je sais qu'il est opposant. Quand les opposants, le président de la République a été élu... il faut être un peu souple. Très souple envers ces genres de personnes, surtout comme Martin Fayulu, qui n'est pas trop sûr avec ses propres paroles. Ah bon, Monsieur Moleka, je reviens sur la même question. Pacte social, camp de la patrie, voyez-vous des points de divergence ou des convergences en quelques mots? La convergence, c'est que tous veulent qu'il y ait un processus de négociation en interne. En tout cas, de créer un cadre où les Congolais peuvent parler. Peut-être la nuance, c'est au niveau de la démarche d'inclusivité. Est-ce que le camp de la patrie s'inscrit comme une démarche d'inclusivité qui prenne tous les acteurs, ou le choix même du nom camp de la patrie veut dire qu'il y a des personnes qu'on ne va pas intégrer parce qu'étant contre la patrie? Si c'est un choix d'exclusion, la différence sera là, parce que la démarche des évêques a toujours été une démarche inclusive de toutes les parties prenantes. Et je veux peut-être abonder sur la question que vous avez posée un peu plus tôt. C'est que parfois, nous, Congos, nous perdons en temps parce qu'il y a trop de susceptibilité, trop de méfiance. Donc avant, si on avait mordu à l'hameçon le processus des évêques, on allait peut-être aller... Probablement, on serait un peu plus loin. C'est parce qu'il y a trop de méfiance, trop de susceptibilité, ou peut-être parce qu'il y a, je peux dire, trop d'inflexibilité. Maître Mbama parle de la politique. Hein. En politique, tous les moyens sont permis, tous les coups sont permis. Non, mais la politique est un jeu de concession. Et qui veut des concessions, les concessions se font au centre, pas aux extrêmes. Si vous jouez trop le jeu de l'extrême, vous aurez du mal à faire de la concession. C'est ça d'ailleurs la politique. La politique se joue au centre. Et donc il faut savoir faire des concessions, d'être flexible pour permettre d'avancer. Lorsqu'on fait preuve d'inflexibilité sur certaines questions, eh bien on se met à dos, on se met le dos contre le mur, et parfois on est contraint malgré soi de revenir sur sa parole, et parfois ce n'est pas intéressant pour un politique de revenir sur sa parole. Donc notre vrai défi, c'est à la fois les concessions, mais c'est surtout de construire la confiance. Et je parle des méfiances. Voilà pour nous qui avons parlé des synergies, la confiance est un élément important. Or, la confiance se construit sur quoi? La confiance se construit sur la transparence, sur la redevabilité. S'il n'y a pas de transparence dans un processus, nous créons la méfiance, nous créons le doute, nous créons les rumeurs. Si nous voulons construire la confiance, il faut garantir la transparence, il faut garantir l'information. Parce que chacun peut interpréter, vous voyez, peut interpréter à sa manière la démarche des évêques s'il n'y a pas d'information. Je crois que le président a reçu les évêques. Je crois que des échanges, peut-être qu'il y a meilleure appréhension des choses que ce qu'on entendait de loin. Les avis ont changé après maintenant. Parce qu'il y a échange d'informations. Donc la transparence est un élément important de confiance pour la gouvernance. Alors, Smith Mbama, on parle de... Je reviens sur l'accord RDC-Rwanda, tant voulu par Donald Trump, les États-Unis, mais d'aucuns pensent que c'est une manière de faciliter la cogestion des non-minérés avec le Rwanda. Vous, en tant que... Vous voyez ça un peu en tant que politique? Oui, moi je pense que, en tant qu'acteur politique, on est engagé au sein de l'Union sacrée. Est-ce que c'est une fenêtre qu'on a essayé un peu d'ouvrir au Rwanda pour maintenant avoir les mêmes mises sur nos minéraux? Ça s'est dit en tout cas dans l'opinion. Une fenêtre, je ne pense pas. Ça pourrait être un moyen pour
garantir la sécurité de nos territoires. Parce que quand le président de la République a accepté en fait ces conditions, il n'est pas ignorant de tout ce qui va se passer. Quand il a accepté, il ne peut pas... Donc c'est win-win, gagnant-gagnant. Exactement, c'est win-win. Quand il a accepté, c'est parce qu'il a vu les intérêts d'abord de son pays. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce système a existé il y a longtemps. Donc venez, on va se mettre ensemble, nous vous donnons nos minéraux, vous nous donnez la sécurité en attendant qu'on se réorganise. Alors, dire que c'est au profit du Rwanda, je trouve ça un peu trop flou. Ça ne passe pas. Trop flou, vous voyez, trop flou. Parce que le chef de l'État étant que Congolais de père et de mère, excusez-moi bien que ce débat c'est révolu, c'est déjà révolu, ne peut pas accepter que le sol et le sous-sol de ces pays, de son pays, soit en faveur d'un pays qui nous agresse. Je ne crois pas. Donc cet accord sera au profit de la RDC et des États-Unis. Quand bien même ils ont des problèmes en interne entre eux, ils se disputent pour les minéraux, mais pour nous, on voit la sécurité de nos territoires. C'est ce qui prime avant tout. Nous parlons de processus de paix, M. Christian Moleka. La crise, vous le savez, elle est sécuritaire, mais aussi politique. Et vous estimez qu'à l'interne, c'est plus politique et qu'à l'externe, c'est sécuritaire ou c'est bonnet blanc, blanc bonnet? Ça, j'aurais bien voulu ajouter peut-être un petit mot sur le dossier rwandais, parce que c'est important de le rappeler. Il faut quand même rappeler à l'opinion que lorsque le gouvernement a proposé les projets du deal Minerals au départ, c'était une forme de copie du modèle ukrainien, à savoir, nous mettons à votre disposition les minéraux, vous nous protégez de l'agresseur. Tout à fait. Nous sommes partis du modèle ukrainien, les Ukrainiens, Zelensky a proposé à Donald Trump un modèle pour le protéger. Le modèle qui a marché là-bas? C'est encore en route, c'est pas encore terminé, mais à tout du moins le modèle c'était que nous vous mettons nos terres rares, parce que l'Ukraine est riche en terres rares, vous nous protégez de la Russie, vous donnez des garanties de sécurité, et en contrepartie, vous accédez aux minéraux. Et donc le Congo s'est inspiré du modèle ukrainien, en disant voilà, nous Congo, nous avons des matériaux critiques importants pour la transition énergétique, vous les États-Unis, vous voulez sécuriser vos approvisionnements, protégez-nous contre le Rwanda. Et là où c'est quand même assez intéressant, c'est que nous avons proposé un modèle de partenariat entre nous les États-Unis contre le Rwanda. Les États-Unis nous mettent dos à dos en nous proposant un modèle où nous et Rwanda, nous devenons partenaires. Si nous avons mis en place la synergie, c'est entre autres parce qu'il faut apporter des éclaircissements sur cette question. Comment l'agresseur devient partenaire et que deviennent les victimes de Goma? Nous avons tous parlé ici de 9000 morts à Goma. Est-ce qu'il y a encore une justice pour les gens à Goma? Est-ce qu'il y a des sanctions pour les crimes de guerre commis au Congo? Comment on va faire de partenaires, des affaires, du business, sans que nous parlions justice et réparation pour toutes les personnes? Voilà pourquoi nous estimons qu'il faut de la transparence sur les processus dans lesquels le pays s'engage. Donc vous pensez qu'il y a ambiguïté? Il y a un énorme d'opacité sur la question. Il y a un énorme d'opacité sur la question. Je l'avais dit tantôt ici, vous savez, nos gouvernants ne vont pas toujours négocier en ayant les mains libres. Le président n'est pas allé sur la table par son bon plaisir. Ce sont les réalités des faits, les réalités militaires sur le terrain qui nous ont contraints. Et donc, généralement, nos dirigeants, lorsqu'ils vont négocier de tels accords, ils ne sont pas libres de négocier aux meilleurs intérêts du pays. Pourquoi? Parce que les conditions sécuritaires l'ont contraint à négocier. Et donc, si nous voulons aider nos gouvernants à diriger, nous, comme citoyens, nous devons être suffisamment exigeants pour mettre une opinion alerte et avoir, je dirais, un point de regard qui pousse nos dirigeants à améliorer les défenses. Maintenant, la question posée sur la vraie sortie des crises, à l'interne, à l'externe. Je disais à l'interne, les gens pensent que c'est beaucoup plus politique et qu'à l'externe, ce sont des processus beaucoup plus sécuritaires. Est-ce que c'est blanc, bonnet ou blanc? En sens politique, on parle d'intrication. L'intrication, c'est le fait que les facteurs se lient. Il n'y a pas moyen de séparer les facteurs. Ça veut dire les crises internes chez nous alimentent les crises sécuritaires. Parce que à chaque fois qu'il y a eu contestation
pas uniquement à court terme, mais il faut avoir le recul. Contestation des questions politiques ici, ça a alimenté la crise sécuritaire à travers des rébellions ou de l'agression. Et inversement, les crises sécuritaires alimentent les crises politiques. Donc c'est l'intrication. On ne peut pas les séparer parce qu'il y a énormément de liens dedans. Il n'y a aucun processus à négliger, ni les Kinshasa, ni... Justement, en termes de processus, il faut apporter pour chaque processus une réponse adéquate. Autant on apporte une réponse sécuritaire qui règle les problèmes sécuritaires, autant il faut apporter des réponses politiques parce que les faits sont intriqués et qu'on ne peut pas prendre l'un et laisser l'autre. Très bien. Alors, on nous signale que nous sommes arrivés presque à la fin, malheureusement. Alors, quelques poussières de minutes qui nous restent, on va chuter. Maître Mbama, on parle de la cohésion nationale, de l'unité nationale, de tout ce processus, surtout à l'interne, c'est pour aboutir à la cohésion. Mais le CENSA a demandé à ce qu'on arrête, qu'on sursoie un peu les poursuites judiciaires, qu'on sursoie un peu, qu'on libère un peu les acteurs incarcérés et tout. Vous pensez que c'est une meilleure méthode aussi d'aller vers la cohésion nationale et l'unité nationale? Moi, je pense que ceux qui sont incarcérés, on doit décrisper quand même les climats. Ils sont aussi très importants sur la scène politique. Et surtout, nous de l'Union Sacrée, nous voulons une justice équitable. Alors la CENSA, quand il exige la libération de prisonniers politiques, je pense qu'ils n'ont pas tort. Je pense qu'ils n'ont pas tort parce que, étant que Congolais, ils ont aussi à dire, ils ont aussi un coup de puce. Parce que nous voulons justement l'unité nationale. Exactement, parce que le président de la République a tendu sa main envers tout le monde. Il veut que tout le monde puisse participer à ces pourparlers, à ces dialogues. Mais ce n'est pas aussi favoriser l'impunité, hein, parce qu'on veut la cohésion nationale. Tout à fait. Parce qu'on veut la cohésion nationale, on ne peut pas favoriser l'impunité. Parce qu'il y a des gens qui sont incarcérés par viol, quand bien même il est politique. Donc on ne peut pas faire libérer tous ces gens-là parce qu'on veut la cohésion nationale. Il faut étudier au cas par cas. Il faut étudier les cas par cas. Voilà un peu, merci. Très bien. Donc c'est un peu ça. Très bien, merci Monsieur Moleka. Vous avez suivi justement les conclusions des travaux de la session ordinaire du CENSA. Est-ce que pour décrisper, il faut nécessairement mettre un peu en berne les poursuites judiciaires et puis la libération de certains acteurs incarcérés? Le problème, c'est quelles poursuites judiciaires on parle. Est-ce qu'on parle des poursuites politiques? C'est ça qu'il faudrait, la nuance qu'il faudrait mettre sur la table. Parce que quand on veut négocier, lorsqu'on veut parler, il faut créer des conditions de détente. Des conditions de détente qui favorisent un climat de sérénité pour parler. On ne vient pas négocier avec une machette, ça ne marche pas. Parce que dès que vous venez avec une machette, vous créez une forme de défense de l'autre partie. Donc s'il faut décrisper, il faudrait, je dirais, créer les conditions. Et donc, pour tous les dossiers dits politiques, il y a nécessairement intérêt à trouver de conciliation entre la recherche de la cohésion et la détente nécessaire à un cadre de parole. Après, il ne s'agit pas de donner une forme de prime à l'impunité. Si les faits sont des faits de droit, qui ne relèvent pas des jeux politiques, des faits de droit méritent d'être, je veux dire, poursuivis pour des questions des faits de droit. Et pas, là, je crois que la tension, c'est particulièrement pour les questions dites politiques. On parle des prisonniers politiques, des cas des prisonniers politiques. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, mais juste un dernier tour de parole aux invités qui sont en train d'expliquer en tout cas ces sujets très importants. Peut-être nous ne sommes pas totalement à la fin du sujet, mais peut-être les temps. Alors on va terminer par cette question. Après Doha, après tous ces processus, il faut le développement. Mais on parle aussi de la crise économique, de l'injustice distributive. En tant qu'union sacrée, vous le constatez aussi. Parce qu'il faut, dans un bref délai, on aura le gouvernement d'union nationale, de cohésion nationale, si vous voulez, et il faut revoir les choses. Alors, lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, quelle direction vous la donnez, M. Mbama? Merci beaucoup pour cette très belle question. Elle est tellement pertinente. Moi, je pense que l'essentiel, c'est la sécurité du pays. Bien que la crise
économique est là et elle est persistante. On voit la bonne volonté du président de la République de vouloir changer les choses. C'est pourquoi... La bonne volonté seule ne suffit pas, M. La bonne Mbama. volonté, On doit voir les actions, on doit passer à l'acte. les actions, et il ne peut pas marcher seul. C'est pourquoi vous attendez de part et d'autre, on parle de sortie de nouveaux gouvernements. Parce que l'équipe, on change toujours l'équipe qui joue. L'équipe qui gagne, on la maintient. Alors on veut changer l'équipe pour porter une solution favorable aux Congolais qui ont longtemps souffert. Voilà un peu. L'équipe, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il faut changer, M. Christian Moleka? On termine par là. Déjà, pour moi, nous perdons un temps, nous tournons en rond. Nous tournons en rond parce que nous ne tirons pas les leçons de l'histoire. 2006 élections, 2009 CNDP, nous perdons un temps pour faire la paix, 2011 élections. 2011 élections, 2012 M23, 2013 M23, concertation, nous mettons en place des gouvernements, 2018 élections. Donc nous sommes en train de répéter l'histoire, ces bégaiements ne nous aident pas à avancer. Un gouvernement d'union, c'est un gouvernement des politiques qui n'ont aucun agenda en commun, parce qu'il y aura des libéraux, des démocrates, des socialistes qui se mettront ensemble pour travailler selon quelle vision. Ils vont s'auto-neutraliser parce que c'est un gouvernement politique. Et un gouvernement politique n'aura pas de l'efficacité parce qu'il y aura un problème de coordination, de cohérence des visions, sans compter qu'on va travailler avec un budget qui est déjà adopté. Je l'espère que ce sera après le budget. Donc ce n'est pas la priorité pour les citoyens. Et la priorité pour vous, à l'instant où nous parlons, la paix. La stabilité et la paix. La stabilité et la paix qui nous permettent d'amorcer les questions de développement. Tant qu'on sera toujours dans les débats politiciens, on tournera en rond et le peuple ne va pas se retrouver malheureusement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons réfléchi à haute voix. Malheureusement, à la télé, c'est le temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à M. Christian Moleka, politologue. Merci en tout cas de nous avoir honorés. Merci M. Smith Mbama, communicateur du MSC. Merci de nous avoir honorés. Merci à la grande équipe de la RTGA. Liévin Katumba, 33 Chitenge, vous êtes tellement nombreux, Djibril Panzou, David Matoumele, pourquoi pas Guillaume Kakwende, vous êtes tellement nombreux, je vous dis un grand merci. Vous qui nous avez suffi de partout à travers le monde, votre émission est complètement terminée. Retrouvez-nous prochainement avec, si Dieu le veut, des nouveaux invités et avec une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Merci. On a parlé.